Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Prairies, bords d'étangs, vasières, marécages, vous connaissez sûrement une zone humide. Eh bien, sachez que non seulement ces milieux contribuent à la qualité de l'eau, mais ils sont aussi un refuge pour les animaux et permettent même d'éviter les inondations. Bref, les zones humides méritent d'être connues, ça tombe bien. Jusqu'à jeudi, un colloque national les met à l'honneur à Brest. Nous vous dirons donc tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur le sujet sans jamais oser le demander avec Benoît Le Gallio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional de l'ONEMA. Donc l'ONEMA, c'est l'Office national des eaux et des milieux aquatiques. Et puis Pierre Tullier, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au conseil départemental où vous êtes le chef du service espace naturel et paysage, donc le référent zone humide dans le Finistère. On peut vous résumer comme ça. Vous découvrirez en images aussi la tourbière de Langazelle. C'est une zone humide emblématique du Finistère qui se trouve près de Landerneau. Enfin, elle nous vient d'une zone assez humide aussi, puisqu'il s'agit de Ouessant. Bonjour, Odile Morin. Bonjour. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un projet de webcam que vous souhaitez installer dans la baie de l'Empole, à Ouessant, bien sûr. On vous retrouve donc en fin d'émission. Ce sera dans l'instant coup de pouce. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mardi 2 février. Premières actions des agriculteurs contre les grandes surfaces. Ce mardi matin, les entrées de Carrefour à Quimper et de Lidl à Plébain ont été bloquées par des tracteurs. Pendant ce temps, Xavier Belin, le président du syndicat agricole FNSEA, était reçu à l'Élysée. Il a déclaré qu'il ne demandait pas aux agriculteurs de rentrer chez eux. Le mouvement de grogne s'étend maintenant dans toute la France. Et dans ce contexte de crise agricole, la semaine dernière, une délégation de 10 agriculteurs français et 130 de leurs confrères européens ont rencontré le pape au Vatican. Des producteurs de lait, dont 4 Bretons en faisaient partie, comme Audrey Lebivic, 33 ans, originaire de Ploirette près de Guingamp, et Anne Burlot l'a rencontrée. Ça, c'est le panier qu'on lui a offert au pape. Il y a quelques jours, Audrey Lebivic était au Vatican, comme une centaine d'autres agriculteurs membres du syndicat européen, l'EMB. Le pape François, très sensible à la question agricole, tenait à les rencontrer. Là, c'est nous. Voilà, on en est tous là. On était motivés avec nos petits drapeaux blancs. Là. Écœurée par l'attitude du gouvernement et des dirigeants agricoles, la jeune femme croyante, mais pas pratiquante, a eu le sentiment d'être enfin écoutée. Le pape, dans son serment, on a bien reconnu la modestie, la durabilité, le respect de ce que la nature donne aux hommes. Il a dénoncé l'Union européenne en disant qu'elle brisait les fermes et il a dit qu'il réclamait justice avec nous et qu'il nous confortait totalement dans notre lutte. Ça a été ses mots et ça a été émouvant et très réconfortant. La productrice de lait de Plouarette n'a pas pu parler personnellement à l'évêque de Rome. En revanche, un message collectif lui a été remis. Nous lui avons adressé une lettre en lui demandant son soutien et un frein à ce libéralisme-là qui aujourd'hui assassine le monde agricole. Si on continue à produire des volumes effarants comme on fait aujourd'hui, il n'y a pas de place pour tout le monde. François Ier s'est montré également favorable à la régulation du marché du lait. Reste à savoir si le père des catholiques peut ou non faire bouger les lignes. Je pense que le pape a une parole qui pèse et qui peut orienter ou faire rendre compte à tous ces politiques qui se sont trompés de route. Je me rappelle ce que le pape a réussi à faire, les actions qu'il a fait, empêcher les guerres, faire tomber le rideau de fer, tout ça. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est un chef d'État et je pense qu'il peut avoir de l'influence. La situation ne pourra pas s'inverser du jour au lendemain. Des exploitations comme celle d'Audrey risquent de mourir. Cette mère de famille a décidé de se battre non pas pour elle, mais pour l'avenir de la profession. Foromap, le salon de la formation en alternance, se tenait ce samedi au Quartz à Brest. L'alternance, un parcours de plus en plus recherché. 4000 visiteurs se sont pressés pour cette 22e édition du Forum breton. Les secteurs des nouvelles technologies font notamment leur entrée. Elvire Simon s'y est rendue. Jongler entre études et vie professionnelle, c'est le principe de l'alternance, mise à l'honneur au Forum de Brest pour la 22e année. 84 établissements de formation représentant presque 192 métiers. Ici, les visiteurs ont le choix et ce type d'apprentissage séduit.
C'est le fait qu'on puisse être sur le terrain, mais en même temps avoir de la partie pratique, mais aussi de la théorie, en fait, allier les deux. Et avoir un contact au niveau de l'entreprise et acquérir des connaissances plus pratiques, et c'est plus simple pour trouver du boulot après. Automatiquement, déjà de prendre son autonomie beaucoup plus rapidement. Une formation continue, ça reste une formation qui est payante, qui n'est pas forcément donnée à tout le monde aussi. Prise en charge des frais de scolarité par l'entreprise, alliance des savoirs théoriques et pratiques, autant d'atouts pour une formation dont la palette de secteurs proposés évolue et s'élargit. L'apprentissage, comme disait la ministre du Travail, n'est plus quand même en France, comme il y a 22 ans quand nous avons débuté, n'est plus une formation de voie de garage, mais tente à devenir une formation beaucoup plus prisée. Tout ce qui est informatique, l'audiovisuel recrute énormément. Et ce sont des secteurs un peu nouveaux pour Formap depuis quelque temps. C'est par exemple la toute nouvelle Web Digital School de Brest, créée en septembre dernier, qui propose des enseignements axés sur l'informatique. Le secteur de l'informatique aujourd'hui en Bretagne recrute énormément. On a principalement fait des entreprises partenaires, plutôt des start-up, donc des jeunes entreprises avec une activité qui est très porteuse. Pour moi, les formations en alternance, c'est l'avenir. Ça fait quelques années que ça existe dans d'autres domaines, mais c'est vrai qu'en informatique et dans cette branche-là, qui demande avoir une certaine de se mettre régulièrement en fait à jour sur les nouvelles technologies qui sortent régulièrement, ça permet justement de se maintenir et d'être très performante. En Bretagne, 82% des étudiants en alternance trouvent un emploi dans les 6 à 8 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. Et ce 2 février, c'est la Chandeleur, une occasion supplémentaire de faire des crêpes. Dans le Léon, un couple en reconversion professionnelle revisite la crêpe à la mode japonaise, une nouveauté qui suscite la curiosité sur le marché de Saint-Paul-de-Léon. Julie Sicot et Marie Le Saint les ont goûtées pour vous. Ceci est une crêpe. Une crêpe chèvre tomate basilic en forme de sphère. Une idée inspirée par l'Asie et les takoyaki, une spécialité japonaise à base de poulpe. Ce couple finistérien a décidé de revisiter l'idée à la sauce bretonne avec une pâte à crêpes. On a essayé avec la pâte à crêpes de base et quand on cuisait, c'était bien. On avait un produit qui ressemblait à une boule, mais une fois que ça refroidissait, ça se ratatinait en fait comme un vieux petit pois. Ça fait 1 an qu'on bossait sur le projet pour vraiment mettre au point les recettes. Samuel et Karine ont décidé de se lancer à fond dans leur projet. Ils laissent leurs métiers respectifs, prof de shiatsu pour lui et infirmière pour elle. Depuis 15 jours, ils déplacent leurs remorques faites à Shanghai sur les marchés pour vendre leur takoyaki made in Bretagne. Bonjour monsieur. Un savant mélange de 2 cultures. On a appelé ça des tickers. Des tickers qui rappellent le nom takoyaki. Mais ticker parce qu'on est aussi au centre, au cœur de la crêpe. On est passé dans des goûts comme poulet tandoori, poulet curry ananas, bolognaise fromage, thon massalé. Oui, on a toujours été un petit peu attiré par ce qui est exotique aussi, donc on retrouve ça dans les tickers. Sucré ou salé, tous les mélanges sont possibles. Sur le marché de Saint-Paul-de-Léon, la remorque noire et ses spécialités suscitent des questions chez les passants. Vous êtes allé là-bas pour apprendre? Je me suis souvenu que j'avais vu ces crêpes en forme de boule au Japon. Il y a moyen de faire quelque chose. C'est plus une curiosité un peu exotique pour moi. D'ailleurs, j'ai pris à l'intérieur des parfums un peu... À part les pommes caramel, le reste, c'est un peu exotique. Poulet curry ananas. Je trouve vraiment ça très original et puis surtout, c'est très pratique. Ça permet justement de manger facilement la crêpe. Autrement, il faut toujours le plat avec les couverts. Une crêpe qui nous emmène loin de sa cousine plate et qui nous rappelle que la Terre est ronde, une entrée gourmande vers le voyage et d'autres horizons. Et ce n'est pas que la Chandeleur, ce mardi, c'est aussi la journée mondiale des zones humides, l'occasion d'un grand colloque national sur le sujet à Brest cette semaine. Mais c'est quoi et ça sert à quoi une zone humide? On en parle maintenant avec nos invités. Benoît Le Gallio, vous êtes le directeur Bretagne de l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. À vos côtés, Pierre Tullier, vous êtes chef du service espaces naturels et paysages au Conseil départemental du Finistère. Messieurs, tout d'abord, c'est quoi exactement une zone humide et qu'est-ce qui la caractérise? Pierre Tullier. Une zone humide, c'est un espace de transition entre la terre et l'eau. On la reconnaît à 2 éléments essentiels qui sont
soit sa végétation, soit son sol, le sol marquant en fait comme une mémoire la présence de l'eau. En faisant des carottages comme on fait dans la glace, eh bien on retrouve cette trace d'humidité. Et quand on marche dedans, on peut sentir tout de suite qu'on est sur une zone humide. Effectivement, ça c'est une première approche, mais ça nécessite quand même une analyse plus précise. Et un carottage de sol permet de qualifier en fait, la zone humide en tant que telle. Benoît, est-ce qu'on sait combien il y a d'hectares de zones humides en Bretagne? Alors je ne saurais pas vous dire exactement à la surface. Mais en gros, il y a 25% des surfaces qui peuvent être caractérisées de zones humides. Alors on va découvrir ensemble un bel exemple de zone humide dans le Finistère. C'est la tourbière de Langazel, près de Landerneau. Petite visite des lieux avec Camille Pochet. Les zones humides regorgent de surprises. Des têtards, des loutres, des oiseaux peuplent les marais de Langazel. Mais l'espèce la plus rare, c'est une mousse. On a une espèce qui s'appelle la sphinx de la Pilet, qui est endémique à la Bretagne en fait. Et sur Langazel, vous êtes dans sa limite nord. Et en fait, la sphinx de la Pilet, on ne la trouve qu'en Bretagne et en Galice. Et sur quelques sites en Bretagne, notamment dans les Monts d'Arrée. Et ici, on est vraiment sur un site excentré. Donc la sphinx de la Pilet, c'est vraiment une particularité du site de Langazel. Malgré leur richesse naturelle, les marais de Langazel ont bien failli devenir une décharge. Les habitants de Tréma-Ouezan se sont opposés à ce projet du début des années 70. Ils ont gagné et la zone humide est protégée depuis le début des années 80. On s'est aperçu que la zone était très riche au niveau biodiversité et en 1984, on a eu le premier arrêté de protection de biotope du Finistère qui s'est mis sur la zone de Langazel. Donc aujourd'hui, c'est une zone naturelle protégée et il y a un double rôle puisqu'on a un rôle pour la biodiversité et aussi on a un rôle pour la qualité de l'eau puisqu'on est aux sources de l'Abervrac. Langazel est une zone de plus de 100 hectares qui filtre l'eau de l'Abervrac. L'Abervrac, on puise de l'eau dedans pour fournir de l'eau potable à toute une partie du Nord Finistère. Et donc ici, on va préserver cette ressource. Et c'est aussi un des rôles des zones humides, c'est de préserver la qualité de l'eau. On a un rôle épurateur en fait des plantes, puisque comme on est dans une zone de source, il y a de nombreux petits ruisseaux qui vont passer dans la zone et les plantes vont filtrer l'eau en fait. Donc bien sûr dans la mesure où on ne va pas avoir une eau très chargée en éléments nutritifs, mais on va avoir une filtration des plantes et ce qui fait que quand on va ressortir de la zone humide, globalement l'eau va être de meilleure qualité que quand elle y rentre. La zone humide de Langazel permet aussi de mener des actions pédagogiques. Des groupes viennent en étudier l'écosystème auprès de l'association de Langazel. Enfin, les marais sont un lieu de promenade. Un chemin de randonnée de 9 km permet de les découvrir. Alors on vient de le voir, ces zones humides agissent comme des filtres en fait pour les cours d'eau. Benoît Le Gallio, est-ce qu'on aurait un problème d'eau potable si on n'avait pas de zone humide? Mais les zones humides ont trois fonctions. Une fonction d'épuration, une fonction de refuge biologique et puis une fonction de réserve hydraulique d'eau. Elle joue un rôle notamment au niveau du soutien des cours d'eau en période de basse d'eau. Et donc, au niveau de leur action de filtrage, si elle n'existait pas, on aurait un vrai problème d'eau potable? C'est des éléments très importants dans l'amélioration de la qualité de l'eau. La preuve en est dans certains programmes d'action qui sont menés par les collectivités pour améliorer la qualité de l'eau. On prévoit des actions particulières pour reconquérir des zones humides et faire en sorte qu'elles contribuent à mieux épurer l'eau, c'est-à-dire à détruire une partie des nitrates, à détruire une partie du phosphore, à détruire une partie du carbone qui est contenu dans les eaux et dans la pollution qu'on déverse. D'ailleurs, on a l'exemple dans le Finistère avec le Ster qui dessert Quimper en eau potable et qui passe par des zones humides, Pierre. Oui, effectivement, l'ensemble de ces cours d'eau subit l'eau météorique qui tombe et les crues font que la rivière déborde. Et quand il n'y a pas de zone humide, il n'y a pas de zone d'éponge. Et les crues et les inondations dans les zones urbanisées sont d'autant plus importantes. Quimper montre aussi ce type de problème. Et effectivement, le fait qu'on ait des zones humides en bon état et des zones inondables conservées, ça permet de limiter
ces phénomènes d'inondation. Avoir un sas d'inondation avant que ça arrive sur les zones d'habitat. Les zones humides sont aussi des abris pour certaines espèces végétales et animales. Benoît Le Gallio, est-ce qu'il y a des espèces qui ne survivraient pas sans ces zones humides? Oui, oui. Par exemple, la reproduction du brochet. Pour que le brochet se produise, il faut qu'à certaines périodes de l'année, il y ait une inondation pour que le brochet puisse frayer sur certaines zones. Oui. Et ça, c'est donc autant côté animaux que côté végétaux? Il y a des espèces aussi, on parlait de la mousse dans le reportage, qui aurait disparu s'il n'y avait pas de zone humide. Il y a des végétaux et des animaux qui ont besoin de ces zones-là pour se développer, pour vivre. Pourquoi ces zones humides ont longtemps été détruites? Aujourd'hui, elles sont protégées, on se bat pour les préserver, mais pourquoi pendant longtemps on ne s'en occupait pas? Alors on s'en est toujours occupé en définitive, on va dire, si on remonte dans l'histoire. On les utilisait. On les utilisait pour la pêcherie, pour la production agricole. Et puis un jour, il a fallu un petit peu intensifier tout ça parce que ça produisait pas assez. Et puis à partir finalement du XVIIe siècle, une série de lois sont intervenues pour organiser le drainage, l'assèchement des marais. On va dire que cette évolution, elle s'est renforcée jusque dans les années 60-70. C'est vrai qu'on tombe là un peu aussi sur l'année de la signature de la Convention de Ramsar et les choses se sont un petit peu inversées. La Convention de Ramsar, qui est donc plusieurs pays qui ont signé une convention. D'ailleurs, c'est grâce à cela qu'aujourd'hui on a cette journée mondiale des zones humides, pour sensibiliser un petit peu les acteurs autour de ça. Et ça paraît être un détail, cette convention, mais c'est quand même assez important parce qu'elle montre aussi symboliquement le changement un peu historique de la représentation des zones humides qui, à partir des années 70, ont montré vraiment leur intérêt. Et petit à petit, dans les politiques d'aménagement du territoire, on essaie de les intégrer dans l'aménagement. Alors depuis 2006, je crois, un inventaire a été fait des zones humides et des cours d'eau dans le département. Il sert à quoi exactement cet inventaire, Pierre Tullier ? Cet inventaire sert à répondre à la question elles sont où les zones humides? On parlait tout à l'heure de ce que c'était qu'une zone humide. Elle se qualifie à la fois par son sol et par sa végétation, mais ça ne dit pas où on les trouve sur le département. Au début des années 2000, les acteurs, les associations, les élus ont formulé au cours d'une conférence départementale leur souhait de voir un inventaire se matérialiser. Et le conseil départemental, à l'époque, a pris la maîtrise d'ouvrage de cet inventaire qui a été dans un premier temps restitué en 2005. Et puis, on s'est aperçu qu'il n'était pas aussi parfait qu'on aurait voulu. Et avec l'aide du Forum des marées atlantiques, on a travaillé un inventaire permanent des zones humides qui aujourd'hui arrive à, on va dire, à une complétude assez importante. Combien de zones humides ? On est à 99%, on va dire, d'inventaire précis sur le département. On est à 9,3% du territoire finistérien couvert par des zones humides. Ça fait que on a la quasi-totalité des communes inventoriées, et puis on n'a qu'une commune qui n'a pas de zone humide, c'est la commune de Locquénolé, qui fait que par l'histoire, c'est une toute petite commune, et qui fait que par l'histoire, qui est très sèche, et puis le peu de zones humides qui devaient y exister ont été, j'imagine, remblayées ou comblées par l'aménagement. Il peut y avoir des zones humides sur des endroits privés que vous n'avez pas encore découverts, du coup on peut vous signaler, dans le fond de mon jardin, c'est un peu humide, est-ce que je dois le signaler pour l'inventaire ? Alors normalement, ces zones humides-là ne nous ont pas échappé parce qu'on a eu un système d'inventaire assez précis qui permettait d'avoir une information vis-à-vis de la population pour autoriser la circulation sur ces terrains, on va dire, privés, agricoles. Mais ça s'est fait dans le cadre d'une gouvernance avec beaucoup de partenaires qui permet aujourd'hui d'avoir un inventaire relativement, très bien partagé au niveau des territoires. Et ça, c'est un travail important du conseil départemental. Et on va terminer avec vous, Benoît, dans le reportage, l'idée, on entendait, c'est aussi d'en faire des espaces de promenade, ces zones humides. Est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui de développer une sorte de tourisme en zone humide ? Alors ça, c'est les collectivités qui s'organisent comme elles le souhaitent pour faire en sorte que les zones humides soient aussi des zones qui permettent à la population de découvrir la nature. Avec des guides, par exemple, justement, sur des espèces végétales et animales, pour apprendre un petit peu des choses autour de la nature. Aujourd'hui, au cours de la réunion Journée mondiale des zones humides qui était célébrée à Brest, il y a eu une présentation, par exemple, par la communauté urbaine de Brest,
Brest-Océane pour montrer comment les zones humides étaient aménagées et comment elles étaient ouvertes au public et comment ça permettait au public de découvrir un certain nombre de choses. Merci beaucoup. De ne pas avoir des citoyens hors sol. Merci beaucoup Benoît Le Gallio et Pierre Tudier. Alors pour mieux connaître les zones humides du Finistère, il y a pas mal de choses sur internet qu'on peut trouver. Moi je vous en conseille un, c'est www.zonehumide29.fr et puis bien sûr sur le site de l'ONEMA et du Conseil départemental du Finistère, vous retrouvez toutes les infos. Tout de suite on part sur notre île humide préférée, c'est dans l'instant coup de pouce. Faire de votre ordinateur une fenêtre ouverte sur Ouessant, c'est le projet d'Ondine Morin. Ondine, vous êtes marin-pêcheur et guide conférencière à Ouessant, très impliquée dans la promotion de votre île. Vous aviez mis en place une webcam en 2014 pour permettre au plus grand nombre de profiter du spectacle de changeant de la mer d'Iroise. Mais cette webcam n'a pas survécu au vent. Racontez-nous un petit peu. Oui, c'est venu un peu, j'ai envie de dire, d'une idée folle, parce que c'était jamais arrivé sur Ouessant l'idée donc de mettre une webcam. Donc c'était en juillet 2012. Et voilà, on a commandé, on l'a mis sur la maison des parents, puis on a regardé ce que ça faisait. Et j'en ai profité pour la mettre sur le site Calonessa, donc le site de conférence. Et en fait, ça a un succès monstre. Donc beaucoup de gens qui me remerciaient, qui trouvaient ça génial, qui me disait à Paris qu'avant d'aller au bureau, ils regardaient quel temps il faisait à Ouessant. Et je trouvais ça super sympa parce que voilà, je me rendais compte que nous, ça nous faisait rire. Enfin, parce que j'ai envie de dire, c'est pas notre problème de voir la mer. Oui. Mais pour à Paris, ça paraît très important de pouvoir avoir un accès comme ça. Et puis aussi, c'était important pour tous ceux qui sont, j'ai envie de dire, exilés de par leur travail, des obligations familiales ou les études. Et je pense que c'est vrai que ça m'aurait vraiment fait du bien lors de mes études secondaires sur le continent, de regarder de temps en temps quel temps il fait à Ouessant. Puis le spectacle de la mer d'Iroise déchaînée pendant les tempêtes. Alors malheureusement ces tempêtes ont fait un beau spectacle sur la toile, mais elles ont aussi cassé la caméra que vous aviez installée. Du coup, quel est le projet aujourd'hui? Vous voulez remettre en place non pas une, mais 2 caméras, un peu plus solides cette fois. C'est ça, c'est qu'en fait maintenant il y a énormément de demandes donc depuis l'hiver, donc c'est 2014-2015 où elle n'a pas résisté. Et je me suis dit maintenant si beaucoup de gens veulent en profiter, je vais leur proposer de financer le projet parce que c'était parti juste donc c'était mon propre financement, c'était vraiment pour s'amuser au départ. Donc là on a lancé via la plateforme Ulule. Donc un financement participatif pour justement mettre 2 caméras étanches, mais aussi en très bonne, je sais plus le terme, haute définition. Et puis donc sans doute 2 sur la baie de Lampol. On est en train de voir pour peut-être en mettre une plutôt sur la côte nord de l'île. On pourra choisir comme ça son angle de vue selon le sens du vent ou d'où viennent les plus belles vagues. Et c'est ça, où c'est le plus spectaculaire. C'est ça. Est-ce que leur accès serait payant sur le site? Absolument pas. Voilà. Donc tout le monde peut participer et puis tout le monde pourra en profiter. Donc globalement, ce projet, il coûte 1 600 €. C'est ça. C'est ce que vous demandez donc sur la plateforme de financement participatif ulule.fr. Vous avez déjà collecté 1 129 €. C'est pas mal, Ondine, sachant qu'en plus, il reste encore 29 jours pour participer. Quand est-ce que seront mises en place les webcams si tout va bien? Alors c'est ça, donc début mars, en fait, dès la fin du financement, 1er mars, moi je commande les caméras. Donc je vais en prendre 3 parce que comme il y a eu déjà des pannes, je veux pallier à ça. Et elles vont passer chez un professionnel qui va les mettre, je sais absolument pas faire. Et puis meilleurs angles de vue. Et puis après quelqu'un qui va monter sur les toits aussi, déplacer les ardoises parce qu'il faut pas qu'il y ait de fuite. Enfin, faut qu'on fasse ça bien. La dernière fois, on l'avait fait bien, mais avec des amis. Mais on veut que ce soit vraiment bien mieux et puis qu'on puisse en profiter de jour comme de nuit et puis en toute saison. On a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup. Si ce projet vous plaît et que vous voulez y contribuer, rendez-vous sur le site ulule.com. Merci beaucoup. Ondine Morin, on termine avec le Focus Programme. Et ce mercredi à 18h30 sur TBO, retrouvez votre magazine réalisé par des jeunes. Ça s'appelle « On n'est pas des moutons » et ce mois-ci, le thème c'est l'égalité entre filles et garçons. On regarde un petit extrait. Pour le premier, l'image vestimentaire, le premier scénario de la BD. Pour le second, c'est le sport. Pour le troisième, Internet et les réseaux sociaux.
dont on connaît les avantages mais aussi les dérives, l'orientation scolaire et professionnelle et la grande affaire de l'adolescence, la relation amoureuse et la sexualité. Voilà donc les 5 scénarios tels qu'ils avaient été définis. Et nous avons, à partir des paroles d'Ado, je le répète, écrit 5 histoires qui ont constitué les scénarios de la BD. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.